Il existe des histoires tellement étranges qu'on pourrait croire qu'elles viennent tout droit d'un film d'horreur. Pourtant, ce que vous allez entendre aujourd'hui est vrai. Installe-toi confortablement, baisse la lumière, voici 3 histoires réelles terrifiantes que vous n'oublierez pas. On commence avec la première. Le 27 janvier 59, 9 étudiants russes passionnés de montagne entament une expédition à ski dans les montagnes de l'Oural. À leur tête, un jeune homme de 23 ans, Igor Bailov. Tous sont expérimentés, robustes, habitués au froid extrême. Leur objectif, atteindre le mont Ortorten, un sommet perdu dans une région qu'on appelle Kholat Syakhl. Alors désolé, mais les mots ça va être compliqué, je le sens. Ce qui est dans la langue mansi signifie la montagne des morts. Les conditions sont rudes, moins 30 degrés, vent glacial, tempête de neige. Pourtant les jeunes continuent déterminés à prouver leur endurance. Le 1er février, ils montent leur camp sur une pente d'une colline. Et à partir de ce moment, plus personne ne les reverra vivants. Comme ils ne donnent plus de nouvelles, une mission de secours est lancée. Ce qu'on découvre sur place dépasse l'entendement. Leur tente est retrouvée, déchirée de l'intérieur, oui, de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient voulu fuir quelque chose précipitamment. Leurs affaires, leurs chaussures, tout est encore à l'intérieur. Les traces dans la neige montrent qu'ils ont quitté le camp à moitié nus, pieds nus pour certains, en pleine nuit glaciale. Le premier corps est retrouvé au bout d'une forêt, près d'un feu éteint. 2 jeunes hommes morts de froid, pieds nus, seulement vêtus de sous-vêtements. D'autres corps sont découverts plus loin, dispersés comme s'ils venaient de fuir dans toutes les directions. Que s'est-il passé cette nuit-là? Les hypothèses s'accumulent au fil des décennies. Une avalanche, une attaque militaire secrète, des tests d'armes nucléaires ou quelque chose de moins humain. Les témoins locaux racontent avoir vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là, des sphères lumineuses, silencieuses, planant au-dessus de la montagne. En 2020, la Russie a officiellement conclu à une avalanche. Mais aucun expert n'a jamais réussi à recréer une avalanche capable de provoquer ces blessures internes, ni d'expliquer pourquoi les jeunes avaient déchiré leur tente de l'intérieur. Le mystère reste entier. Et aujourd'hui encore, sur les pentes glacées du col de Dailov, certains randonneurs affirment sentir une présence ou entendre des voix étouffées quand la nuit tombe. 9 jeunes hommes emportés par le froid ou par quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Los Angeles, janvier 2013. Une jeune femme de 21 ans, Elisa Lam, originaire du Canada, décide de voyager seule sur la côte ouest des États-Unis. Étudiante, curieuse, passionnée de littérature, elle tient un blog où elle parle de sa santé mentale, de ses rêves et de ses angoisses. Son voyage se veut une aventure personnelle, une manière de reprendre confiance en elle. Le 26 janvier, elle arrive à son dernier arrêt, le Cecil Hotel, en plein cœur du centre-ville. Le Cecil n'est pas un hôtel comme les autres. Derrière sa façade ordinaire, il cache une histoire macabre. Depuis les années 1930, l'endroit a été le théâtre de meurtres, suicides, disparitions et même le lieu de résidence de plusieurs tueurs en série célèbres comme Richard Ramirez, le Night Stalker. Pourtant, Elisa ne semble pas s'en inquiéter.
Elle poste des photos, écrit sur son blog et semble heureuse. Mais le 31 janvier, elle cesse soudainement de donner des nouvelles. Plus d'appels, plus de messages, plus de publications. Ses parents s'inquiètent et préviennent la police. Une enquête est ouverte et des fouilles commencent dans l'hôtel. Pendant plusieurs jours, aucune trace d'elle. Jusqu'à ce que la police diffuse une vidéo qui va devenir virale dans le monde entier. Les images proviennent d'une caméra de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel. On y voit Elisa, seule. Elle rentre dans l'ascenseur, appuie sur plusieurs boutons à la suite comme si elle cherchait à aller partout à la fois. Puis soudain, elle se cache dans un coin, regarde à l'extérieur, fait des gestes étranges avec ses mains. On ne voit personne d'autre, mais son comportement est inexplicable. À un moment, elle sort, elle revient, repart, encore, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. La vidéo dure près de 4 minutes et à la fin, Elisa disparaît du cadre. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. 2 semaines plus tard, les clients de l'hôtel commencent à se plaindre d'un goût étrange dans l'eau du robinet. L'eau est trouble, de couleur foncée. Un technicien monte sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau. Il ouvre le couvercle d'un des grands réservoirs métalliques et là il découvre l'impensable. Le corps d'Elisa Lam flottant à l'intérieur, nu, en décomposition. Personne ne comprend comment elle a pu accéder au toit, ni comment elle a pu ouvrir seule la lourde trappe du réservoir. L'autopsie conclut à une mort accidentelle par noyade. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de signe de lutte. Les enquêteurs évoquent une crise de bipolarité, mais les incohérences s'accumulent. Le couvercle du réservoir aurait été fermé de l'extérieur, la porte du toit était censée être verrouillée et équipée d'une alarme, et surtout, personne n'a vu Elisa monter là-haut. Depuis, les théories se multiplient. Certains pensent à une expérience paranormale, d'autres à une présence malveillante. Une hypothèse revient souvent. Elisa aurait été influencée par quelque chose dans cet hôtel, un lieu chargé de tragédie, de mort et d'énergie sombre. Aujourd'hui encore, le Cecil Hotel est fermé au public, mais son nom reste associé à cette affaire. Et certaines anciennes employées affirment que la nuit, dans les couloirs du 14e étage, on entend encore le bruit d'un ascenseur qui s'ouvre tout seul et des pas qui mènent nulle part. Comme si Elisa Lam cherchait encore la sortie. Villisca Loa, une petite ville tranquille du Midwest américain. En apparence, rien d'anormal, des familles modestes, des rues paisibles, des voisins qui se connaissent tous, mais dans la nuit du 9 au 10 juin 1912, cette ville sans histoire va devenir le théâtre de l'un des crimes les plus atroces et les plus mystérieux de toute l'Amérique. Cette nuit-là, la famille Moore dort paisiblement dans leur maison. Joshua, le père, sa femme Sarah et leurs 4 enfants. 2 petites invitées dorment aussi chez eux, des amis de leur fille aînée. 8 personnes au total. Et avant l'aube, toutes seront mortes. Au matin, la voisine s'inquiète. La maison est silencieuse, aucune activité. Elle rentre et découvre l'horreur. Les membres de la famille ont été massacrés à la hache pendant leur sommeil. Leur tête est recouverte de draps, les miroirs recouverts de tissu, comme si le meurtrier ne voulait pas être vu ni par les vivants, ni par les morts. L'arme du crime est retrouvée dans la maison.
une hache appartenant à Josiah, mort lui-même. Pas de traces d'effraction, pas de signe de lutte, et un détail qui glace le sang, le tueur est resté dans la maison plusieurs heures après les meurtres. Il a mangé, nettoyé calmement l'arme, puis il est parti sans jamais être retrouvé. L'enquête dure des années sans résultat. Des suspects sont arrêtés, libérés, un procès a lieu, mais personne n'est condamné. Le mystère reste total. Qui a pu commettre un tel acte? Et pourquoi avoir recouvert les visages des victimes? Après le drame, la maison Visilka devient rapidement un lieu maudit. Les propriétaires successifs affirment tous avoir entendu des pas la nuit, des voix d'enfants qui chuchotent et des rires étouffés venant des chambres du haut. Certains visiteurs racontent avoir vu des ombres se déplacer tout seuls ou sentir une présence derrière eux, froide, immobile. Des équipes de chasseurs de fantômes s'y sont succédées au fil des décennies. Beaucoup disent que les esprits des morts n'ont jamais quitté la maison. En 2014, un enquêteur venu passer la nuit dans la chambre des enfants a été retrouvé grièvement blessé. Seul, il s'était poignardé lui-même sans comprendre pourquoi. Il jurait avoir entendu une voix dans sa tête qui lui disait « Fais-le, ici, tout le monde dort, toi aussi, dors ». Aujourd'hui, la maison Visilka est ouverte aux visites. Ceux qui y passent la nuit rapportent souvent les mêmes phénomènes. Des jouets qui se déplacent seuls, des chaises qui grincent, des portes qui s'ouvrent lentement. Certains touristes affirment même avoir vu des silhouettes d'enfants près des lits ou entendre le bruit du nuage qu'on traîne sur le sol. Et si vous avez le courage d'y aller, on dit que vers 2 h du matin, toutes les lumières s'éteignent d'un coup et qu'on n'entendait pas dans le couloir. Toujours les mêmes, toujours à la même heure, comme si le tueur rentrait à la maison. Voilà 3 histoires vraies, 3 drames réels et pourtant, plus d'1 siècle plus tard, leur mystère continue de hanter ceux qui osent s'en approcher. Si ces récits t'ont glacé le sang, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Gardant ce monde, certaines vérités sont bien plus effrayantes que les légendes. À bientôt dans les ténèbres. Bye.